Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour Eco Hebdo, le rendez-vous hebdomadaire incontournable si vous voulez comprendre l'actualité géoéconomique mondiale. Et l'actualité économique brûlante de la semaine, eh bien c'est encore une fois du côté du secteur de la finance qu'on la retrouve, car le mini-choc qui a frappé le monde de la finance, pas moins de 3 banques américaines ont fait faillite et à leur tête la fameuse Silicon Valley vit en Europe d'une véritable déroute du Crédit Suisse et à l'arrivée, c'est un vent de panique qui s'est emparé des places boursières et des banques en l'espace d'une petite semaine. Et même si jusque-là, les déclarations des uns et des autres du côté des grands noms de l'économie et de la finance mondiale ainsi que les dirigeants se veulent plutôt rassurantes, l'effet domino reste tout de même à craindre et nous en parlons dans Eco Hebdo avec nos experts du jour juste après ça. Pour en débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Eco Hebdo en direct par téléphone depuis Oran. Abdelrahman Mebtoul, vous êtes expert international en économie. Professeur, bonsoir. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie de l'invitation. Se joindra à nous également en direct depuis Tunis, Azzeddine Saïdan. Vous êtes expert financier, banquier international. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation également. Bonsoir et merci pour l'invitation aussi. Tout le plaisir est pour nous. Alors Merci. Avant de laisser place au débat, pourquoi les places mondiales sont-elles en panique? Réponse dans ce sujet signé Souhila Akilal. Alors que le spectre de l'effondrement du marché financier mondial plane et menace, et que le climat dans les grandes banques internationales est insoutenable, les grands de ce monde tiennent un discours qui se veut plutôt rassurant. Côté américain, Joe Biden a indiqué que le système financier américain restait solide. Selon lui, les déposants ne seraient pas mis à contribution. Aujourd'hui, grâce à l'action rapide de mon administration au cours des derniers jours, les Américains peuvent avoir confiance dans la sécurité du système bancaire. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Même son de cloche du côté européen, le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, a assuré que les banques françaises et européennes sont extrêmement solides, car elles ne sont pas soumises aux mêmes règles que les banques américaines. Des propos confirmés par le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, qui a assuré qu'aucun risque de contagion ne menaçait les banques françaises. Pour vous dire que nous suivons évidemment la situation avec beaucoup d'attention, mais je veux confirmer que nous ne voyons pas de risque de contagion pour la France, et qu'il n'existe pas de risque spécifique pour la France, d'une part parce que les banques françaises ne sont pas exposées à la banque de la Silicon Valley, et ensuite parce que les modèles économiques bancaires français sont très différents, avec une diversification des expositions des banques françaises qui protègent les banques françaises et un système de supervision qui est solide. Donc, je le redis, il n'existe pas de risque spécifique pour la France. Nous suivons évidemment la situation avec beaucoup d'attention. Si les déclarations tentent à rassurer, les chiffres, eux, laissent à craindre le pire. En effet, les places européennes ont clôturé sur la pire semaine depuis 5 mois, avec moins 17% de pertes hebdomadaires pour Société Générale, moins 20% de pertes pour Commerzbank et moins 15% de pertes pour ING. Malgré les mesures des autorités suisses et américaines, le secteur bancaire a conclu une semaine noire par un nouveau plongeant vendredi, plombant l'ensemble des marchés. Place au débat, Monsieur Saïdan, on va commencer avec vous. Alors d'abord, les États-Unis, 3 banques qui font faillite en l'espace de quelques jours, sans aller jusqu'à parler de crash financier. Il s'agit d'un événement plutôt inquiétant ou est-ce seulement une petite tempête, un petit orage passager? Qu'en pensez-vous? Non, c'est un événement inquiétant, mais pas aussi inquiétant que ce qui s'est passé en 2008, par exemple lors de la crise des subprimes. Crise pendant laquelle l'effet contagion était extrêmement important, oui, à cause justement des produits dérivés, des produits complexes, etc., qui étaient achetés par des banques partout dans le monde, et donc il y a eu contagion très rapide et très violente. Cette fois-ci, les raisons de la crise sont totalement différentes. Il s'agit d'une banque régionale d'abord, oui, qui a mal géré justement le risque de liquidité et le risque de taux. Et elle était justement sur des bons de trésor américains à long terme. Exactement. Essentiellement. Donc c'est ce qui limite en fait l'effet de contagion. Mais il est évident que ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois, par exemple, donc ces politiques de lutte contre l'inflation avec des augmentations violentes de taux d'intérêt, particulièrement aux États-Unis, bien entendu, ça a créé un crash
de taux d'intérêt qui se passe très rarement dans les marchés. Pendant les 35 dernières années, il y en a eu 3 uniquement. Le troisième, c'est ce qui se passe cette fois-ci, parce que quand il y a des augmentations répétitives et violentes justement des taux d'intérêt, la valeur des obligations, les bonds, baisse assez rapidement. Donc les banques sont exposées à des pertes qui sont des pertes comptables, jusqu'au moment où les banques sont obligées de réaliser une partie de leurs actifs, donc de vendre. Une partie de leurs actifs sont obligés de vendre à perte, bien entendu. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Silicon Valley. Et en fait, ce sont les social media, en fait, Facebook et Twitter, etc., qui ont accéléré cette crise parce que le mot est passé très rapidement entre les déposants pour aller retirer leurs dépôts le plus vite possible. Et c'est ce qui a précipité la crise. Mais sans ça, la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la troisième banque ont des fondamentaux assez solides. C'est des banques assez bien organisées, mais c'est une mauvaise gestion de la liquidité qui peut être fatale parfois, et c'est ce qui s'est passé pour ces banques. Alors j'essaie de synthétiser, Monsieur Saïdan. Donc ces bons du Trésor à long terme, avec un taux d'intérêt environ d'1,7%. Exact. Dans le cas où il n'y a pas de hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed, ces banques ont en général entre 4, 5 jusqu'à 6 ans pour les vendre. Et là, donc, il faut faire ce qu'il est nécessaire ou plutôt possible de faire en 4 ans, en quelques jours. C'est bien cela? C'est bien cela, avec un point important qu'il faut souligner quand même, qu'il y a toujours une différence importante entre les banques relativement petites. Ce n'est pas une très petite banque par les normes, disons, de nos pays, par exemple, parce que le total dépôt de la banque Silicon Valley Bank, avant justement ces problèmes, était de l'ordre de 300 milliards. Oui, environ 260, à peu près 7 fois le PIB de la Tunisie. Oui. Mais ça reste quand même une petite banque régionale. Et pour attirer justement des dépôts, cette banque a joué un jeu qui s'est avéré dangereux par la suite. Donc ils sont allés placer l'argent sur des bons de trésor à long terme sans prendre en considération la possibilité justement que la Banque centrale américaine se mette à augmenter les taux de cette façon violente, et c'est ce qui a provoqué la crise. Très bien, merci Monsieur Saïden. Professeur Abdelrahman Mebtoul, le président américain Joe Biden et la secrétaire d'État au Trésor Janet Yellen, ancienne d'ailleurs gouverneure de la Fed, ont tour à tour affirmé que cette fois-ci le système est plutôt solide. Qu'en pensez-vous, professeur? Bon, au préalable, puisque nous sommes sur la chaîne internationale Algérie 24, je tiens à souhaiter au nouveau gouvernement un succès au profit exclusif de l'Algérie pour la relance économique en 2023. Bon, par rapport à votre question, moi je pense que pour le lecteur et l'auditeur, il serait intéressant de voir pourquoi la fameuse banque Silicon Valley Bank a fait faillite. Vous savez que c'est une banque américaine qui est, comme l'a dit mon prédécesseur, spécialisée dans le financement des start-up du secteur des nouvelles technologies. Elle était, au début du mois de mars, la 6e plus grosse banque des États-Unis en termes d'actifs gérés. 260 000 milliards de dollars d'actifs. Au cours de l'année 2021, elle a profité d'un fort engouement à la suite de la pandémie du coronavirus, où de nombreuses start-up ont réalisé d'importantes levées de fonds. Les dépôts gérés par la Silicon Valley Bank ont alors explosé. Ils sont passés de 102 à 189 milliards de dollars. Oui. Ces liquidités, notamment, ont été investies par la banque en bons de trésor américains, placement a priori peu risqué. Oui. Et la hausse des intérêts a eu pour conséquence le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, la Fed, menée depuis début 2022, qui a eu un double effet sur cette banque. D'une part, les conditions de financement des entreprises se sont dégradées. Cela notamment contraint les start-up à utiliser des liquidités dont elles disposaient en banque. D'autre part, la valeur des obligations a sensiblement chuté en 2022, qui s'explique par la corrélation négative entre la valeur des obligations en circulation et les taux d'intérêt. Dans ce contexte, la Silicon Bank a dû liquider une partie de son portefeuille d'obligations pour faire face au retrait des start-up. En raison de la baisse de la valeur des obligations, la banque, qui n'était pas protégée contre le risque de remontée des taux, a enregistré une perte de près de 1,8 milliard de dollars.
et dans la foulée a annoncé à vouloir procéder à une augmentation du capital de 2,25 milliards de dollars. C'est cette annonce qui a créé la panique bancaire où de nombreux clients ayant perdu confiance dans la banque ont retiré leurs fonds ou ont tenté de le faire. Et alors les autorités américaines ont procédé à la fermeture de la Silicon Bank vendredi le 10 mars pour limiter l'hémorragie. C'est un peu bon maintenant pour répondre à votre question. Ce système financier, oui. Il y a une distorsion entre la sphère financière et la sphère réelle, hein, qui explique les fondements tant de la crise. Bien sûr, il y a des similitudes et effectivement et des différences entre la crise de 2008 et celle les perspectives de 2013. Mais à contrario, c'est que après la crise de 2008, des mécanismes de régulation au niveau notamment du G20 ont été mis en place pour contrecarrer effectivement cette crise effectivement financière. Bon, comme l'a montré votre reportage, les Européens disent qu'ils ont des actifs, leurs banques, des actifs très diversifiés. Bon, beaucoup de banques américaines ont effectivement des actifs diversifiés, mais la surprise peut venir. On a vu effectivement comment a été déclenchée la crise de 2008, où on pourrait revenir en arrière avec les effets qu'elle a eu lieu. Très bien, professeur Abderrahmane Mebtoul. Monsieur Saïdan, alors les prêts accordés via le nouveau mécanisme d'accès à la liquidité Bank Term Funding Program aux États-Unis se sont notamment justement élevés à 12 milliards de dollars en 4 jours. Comment interpréter cette manœuvre selon vous? Je pense que les autorités américaines ont pris 2 décisions extrêmement importantes qui ont tenté justement d'éteindre l'incendie et de essayer de limiter justement la contagion, limiter la crise. D'abord, il faut rappeler que le système d'assurance des dépôts aux États-Unis limite justement l'assurance de 250 000 dollars par déposant. Oui. Ce qui est rien du tout en face de certains dépôts qui s'élèvent à des centaines de millions de dollars par certaines startups. Ça nous rappelle un peu le scénario chypriote. Ben oui. Mais une décision a été prise pour dire non, cette fois-ci, les déposants seront garantis quel que soit le montant du dépôt, et ce ne sera pas limité à 250 000. Mesure très courageuse, extrêmement importante. La deuxième mesure qui concerne toutes les banques cette fois-ci, la Banque centrale américaine a assuré toutes les banques américaines en disant vous aurez accès à toutes les liquidités nécessaires pour faire face à n'importe quelle panique de retrait de dépôt. Ça a permis de calmer immédiatement la crise, mais il y a des effets secondaires de la crise qui apparaissent maintenant et qui se transmettent justement principalement aux banques françaises, aux banques allemandes et à une banque suisse qui est extrêmement importante. Ouais. Mais il faut rappeler que la situation de la banque suisse est très différente de ce qui se passe chez Silicon Valley Bank ou chez les 2 autres banques qui sont en faillite aux États-Unis. Très bien. Professeur Abderrahmane Mebtoul, alors, 2 questions en une. D'abord, qu'est-ce qui pourrait malgré tout faire chavirer le navire du système financier aux États-Unis et quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur l'économie américaine d'une part, et d'autre part, est-ce que malgré tout ce ne serait pas une très mauvaise nouvelle pour le secteur technologique et pour la Silicon Valley aux États-Unis qui, quelque sorte, vit justement grâce à ces financements de la part des banques comme la SVB? Vous savez, la nouveauté de l'économie mondiale, outre effectivement la généralisation que toutes les crises ont des conséquences communes, hein, faible taux de croissance, chômage, accroissement de la masse monétaire sans rapport avec la production et la productivité, en rappelant, par exemple, ça concerne surtout notre pays, que le cours des hydrocarbures est fondamentalement lié à la fois aux tensions géostratégiques, mais surtout à l'avenir de la croissance de l'économie mondiale. Il vient d'être coté aujourd'hui, 18 mars 2023, 75,47 $, le Brent est à
$34 le 8. Le gaz sur le marché spot, il est actuellement à moins de $50 le mégawattheure, après avoir atteint au moment du début de la crise de l'Ukraine $300 le mégawattheure. On assiste effectivement à un endettement public croissant, donc toujours plus de dettes pour calmer transitoirement le fonds social et effectivement la dette publique est une menace fondamentale, qu'elle soit dette publique et privée, pour effectivement l'avenir de la croissance de l'économie mondiale. Elle était de 142 000 milliards de dollars en 2008, 243% du PIB, et fin 2022, elle dépasse les 305 000 milliards de dollars, soit 350% du PIB. Oui. Aussi, actuellement, il faut faire une analyse globale de l'avenir de l'économie mondiale, du fait de l'interdépendance des économies. Aucun pays n'est indépendant à 100%. Effectivement, nous sommes à l'ère des interdépendances. Et effectivement, les impacts du réchauffement climatique, l'inflation mondiale, la crise énergétique, la crise alimentaire avec les tensions en Ukraine, où effectivement, qui représente avec la Russie plus de 30% le tiers des exportations mondiales à peu près. Les tensions entre la Chine et les USA concernant Taïwan, et une nouveauté, les relations diplomatiques renouées entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Tout cela préfigure un profond changement effectivement des relations internationales, et j'interviendrai peut-être par la suite face à la crise effectivement financière mondiale, les propositions du BRIC auxquelles l'Algérie devrait adhérer en été prochain. Le BRIC, lors d'un dernier G20, a fait des propositions très très concrètes pour la refonte du système monétaire international. Oui. Donc, je pourrais en parler par la suite de votre émission. Oui. Des propositions très très concrètes, parce qu'on s'oriente vers un monde multipolaire où le monde ne sera plus jamais comme avant. Donc, effectivement, cette crise de banques liée aux start-up, aux nouvelles technologies, etc., c'est une mauvaise nouvelle, il faut le reconnaître, parce que c'est l'avenir de l'économie mondiale. Mais est-ce que, comme vous avez très bien pu le faire, poser cette question, est-ce que cette crise sera circonscrite ou elle sera généralisée? Oui. En 2008, je me rappelle très très bien, dans les plateaux, tous les ministres des Finances du monde disaient qu'elle allait être circonscrite. Et on a vu effectivement les conséquences de la crise de 2008. Bon, c'est pas... D'où la panique actuelle. On n'a pas tenu compte des leçons des crises à la fois de 1929, qui est spécifique, et surtout la crise de 2008, sans oublier la crise d'Internet de 2000. La crise mondiale de 2000 a concerné Internet. Oui. Donc, vous voyez, moi je pense que, comme l'a dit le professeur prix Nobel d'économie, c'est clair, c'est qu'on s'attaque aux apparences, mais pas à l'essence de la crise de l'économie mondiale. Joseph Stiglitz, en l'occurrence. Merci, professeur. Alors, Monsieur Asdin Saïdan, alors en Europe, les choses semblent moins maîtrisables, malheureusement. Après la déroute du Crédit Suisse, les places boursières européennes ont clôturé sur la pire semaine. On vient de le voir dans le sujet signé Souila Akilel depuis pratiquement 6 mois. La Bourse de Paris, par exemple, a terminé la semaine à moins 4%. Pourquoi ce vent de panique persiste-t-il, à votre avis ? Justement parce que toutes ces banques souffrent à peu près du même problème de ce crash des taux d'intérêt. Toutes ces banques ont des actifs importants en obligations, et donc avec les augmentations de taux d'intérêt du côté des États-Unis ou de l'Europe, ça fait très mal au niveau de la valeur du portefeuille de ces banques. Oui.
Et c'est ce qui fait baisser justement les valeurs de ces banques en bourse. Mais ces banques ne sont pas menacées. La crise de 2008 est totalement différente. La crise que nous vivons aujourd'hui est totalement différente de celle de 2008. Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que les conséquences ne vont pas continuer pendant un certain temps. Mais si on regarde du côté du Crédit Suisse, c'est une situation différente. Oui. C'est une question de qualité de gestion. Alors, bel et Là bien, aussi, oui. lorsqu'une banque de cette taille-là se permet de vivre avec des pertes pendant plusieurs années, c'est une banque qui a des niveaux de salaire qui sont absolument démesurés, qui sont en dehors de toutes les normes des différents marchés, bien sûr. Ça finit par faire mal au niveau de la qualité du portefeuille de cette banque, de sa rentabilité, mais elle va se relever sans aucun doute parce que le soutien qui lui est arrivé de la part de la Banque nationale suisse est un soutien très puissant. Donc, il n'y a pas de risque de panique de retrait de dépôt chez cette banque, comme ça s'est passé du côté des États-Unis et particulièrement pour la Silicon Valley Bank. Rapidement, Monsieur Saïdan, est-ce que ces faillites, justement, pour revenir au cas américain, est-ce que ces faillites peuvent-elles avoir des conséquences sur la politique anti-inflationniste de la Fed à moyen terme, mais également sur celle des banques et autres institutions financières à l'image des banques centrales européennes? Sans aucun doute, à mon avis. Oui. Parce que, justement, les augmentations de taux d'intérêt à ce rythme-là et avec cette ampleur-là, 0,75 chaque fois, a fini par faire très mal. Donc, je pense que la Banque centrale américaine, la Fed, va faire très attention à l'avenir. Je pense que nous allons voir peut-être d'autres augmentations de taux d'intérêt, mais à un rythme beaucoup plus mesuré. Et certains prédisent même certaines baisses de taux d'intérêt, ne serait-ce que provisoirement, pour essayer de réparer justement la situation du portefeuille de ces banques-là. C'est vrai que c'est une gestion difficile, que l'équation est très difficile. Il y a une inflation à combattre d'un côté, mais il y a aussi la situation du système bancaire, et derrière le système bancaire, il y a toute l'économie, bien entendu, parce que si cette crise continue aux États-Unis, ça va faire très mal au niveau de l'économie américaine, et là, on risque effectivement une contagion avec les autres pays du monde, parce que là, on viendrait, on toucherait à la valeur de ces banques-là et à la valeur des actifs de ces banques-là qui sont répartis partout dans le monde. Mais je ne pense pas qu'on va y arriver là. Je pense qu'il va y avoir un hold-on en quelque sorte au niveau de la politique monétaire américaine pour essayer de calmer le jeu et un peu circonscrire cette crise. Très rapidement, professeur Mebtoul, si vous le voulez bien, il nous reste une seule petite minute. Un dernier commentaire peut-être. Bon, effectivement, moi je partage effectivement l'avis de l'expert. C'est que les établissements bancaires européens sont également confrontés à la hausse des taux d'intérêt. Ils pourraient, si ce taux d'intérêt élevé persiste, pourraient être amenés à essuyer des pertes. Oui. S'ils sont contraints de vendre de manière prématurée les obligations qu'ils possèdent, ou s'ils ne sont pas suffisamment protégés face au risque de remontée des taux. D'où, selon mes informations, de nombreux observateurs qui anticipent que les principales banques centrales mondiales, comme la Fed ou la BCE, pourraient stopper leur politique de remontée des taux d'intérêt dans le cadre de la lutte contre l'inflation, de façon à soutenir les économies. Et pour terminer, je voudrais souligner quand même quelque chose de très très rapidement, important, si vous le voulez bien, professeur. C'est que les BRIC ont préconisé lors de leur dernière réunion de G20 la création de la nouvelle banque de développement qui traduit la volonté des BRIC d'une rénovation de leur gouvernance interne et de se prémunir contre les aléas de l'ancien système monétaire international de façon à avoir un financement relativement autonome. Très bien, professeur. Donc les banques centrales et à leur tête la Fed pourraient malheureusement laisser filer un peu l'inflation pour contrecarrer peut-être les effets négatifs sur les banques et le système financier mondial. Ça sera la conclusion de cette émission Eco Hebdo. C'est terminé pour cette semaine. Merci d'avoir été fidèles. Merci au professeur Mebtoul et à monsieur Asdin Saïdan. Je rappelle que vous êtes expert financier et banquier international. Vous étiez en direct avec nous depuis Tunis. Le professeur Mebtoul, vous étiez en direct avec nous depuis Oran. Vous êtes expert économique international. Mesdames, messieurs, bonsoir. Excellente soirée sur Al24 News.